Alors, pour être clair, je parlais du statut des médiateurs de santé pair, en fait. J'étais loin de rapporter ce que je viens de dire à Alphapsy, bien évidemment. Je trouve que c'est une démarche, une initiative qui est à soutenir et qui devrait se développer. Je crois que l'intérêt est là. Ça permet d'être dans la co-construction. S'il y a un mot à retenir de la pair-aidance et de la pair-aidance professionnelle, c'est co-construction. C'est le seul message encore aujourd'hui que je cherche à transmettre. Co-construction. C'est-à-dire que seul, moi j'ai jamais réussi à me rétablir seul, et pour aider, eh bien, ça veut dire qu'on est au moins deux pour être dans une démarche d'entraide. L'entraide, je ne m'entraide pas moi tout seul. Non, l'entraide, c'est être en lien, en relation avec quelqu'un. Voilà. Et aussi quelque chose de formidable dans ce que fait Alphapsy, de ce que propose Alphapsy et de la pair-aidance au sens large, c'est que dans cette co-construction, dans ces savoirs, dans ces connaissances qui se rejoignent, qui se rencontrent, et c'est difficile, eh bien, ils se potentialisent l'un l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dépasse, je dirais, le professionnel et le pair-aidant, in fine. Il y a quelque chose qui dépasse l'un et l'autre. Ça élève. Là, on parle de système de formation où les personnes sont plutôt en situation de professionnels et vont intervenir en tant que professionnels dans la formation. Je voudrais faire référence, puisqu'on est dans un système de formation, à une expérience. Il y a un programme qui existe à Marseille qui s'appelle le COFOR, donc qui est financé par l'État, en gros, et donc qui est un système de formation au rétablissement, au processus de rétablissement, qui est animé et facilité par des personnes concernées par le rétablissement, parcours de rétablissement, en santé mentale, en addiction, etc. Et donc c'est vraiment, on est dans du pour et avec. Ça, c'est les Québécois qui ont cette expression dans leurs organismes communautaires. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas des individus comme, comme Frédéric et moi dans cet écosystème-là. Et puis l'objectif n'est pas non plus forcément de travailler. L'objectif est juste d'aller bien et à sa façon. C'est comment je vais mieux, c'est quoi mon bien-être et comment je vais mieux à ma façon. Donc en utilisant des choses qui sont déjà connues comme les plans de rétablissement et de bien-être, mais aussi en disant bah, moi je vais bien avec les thérapies alternatives, avec la naturopathie, avec telle et telle façon de faire, le bien-être c'est quoi, etc. Mais de façon partagée ensemble dans l'entraide. Et là on n'est pas du tout dans c'est formatif. C'est plus que des groupes d'entraide mutuelle, parce qu'il y a bien des objectifs de parcours de formation et d'échange de place, et les personnes vont être en train d'apprendre des choses, et puis elles vont devenir facilitatrices aussi. Et ce qui est sûr, c'est que ce type de... Et là, on n'est pas dans le soin, et l'autre chose, c'est qu'on n'est pas dans le soin, on est dans une autre dimension. Et la dernière chose, et après je me tais, les professionnels du soin, de l'accompagnement social, médico-social, sont formés dès le départ en fait, à s'occuper de la maladie. De différentes façons, hein, mais ils s'occupent de la maladie et de faire en sorte que la maladie, les symptômes diminuent ou voient peut-être un jour disparaissent, etc. Les professionnels ne sont pas formés à avoir des Daphné, des Philippe, des Elisabeth dans leur cours en première année, dès la première année, ni à les rencontrer hors de leur lit, hors de l'état de malade. Ils ne sont pas habitués à avoir des personnes qui vont bien. Ils ne savent pas que leur objectif, maintenant, c'est d'accompagner des personnes lorsqu'elles vont bien et lorsqu'elles vont mieux. Je voulais simplement parler un peu de ce que vous avez parlé des salaires des médiateurs santé pair. Moi, je travaille chez Soi d'abord. Je suis médiateur santé pair. Je suis rémunérée comme auxiliaire de vie. Et j'ai un master d'assistante sociale aux États-Unis. Et donc, c'est un sacré changement pour moi. Et quand j'ai fait ma VAE, et j'ai mis auxiliaire de vie, médiateur santé pair, ils m'ont demandé ce que je faisais comme auxiliaire de vie. Parce que c'était ça qui était sur ma fiche de paie. Et j'avais rien à leur répondre, sauf à leur expliquer qu'il n'y avait pas de cadre pour le médiateur santé pair en France. Et donc, j'ai dû expliquer tout ce que je faisais comme médiateur santé pair, que je ne faisais rien comme auxiliaire de vie, que ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Et donc, c'est un gros problème que nous devons tous y réfléchir et se mettre ensemble pour faire un peu de lobbying auprès des institutions pour que les médiateurs santé pair soient reconnus
et que le savoir expérientiel soit valorisé. Merci. Merci Alison pour cette question. Qui veut prendre le micro ? Moi, ça m'a fait écho en fait à ce que Lucie, la jeune femme qui était au centre, je crois, disait. Lucie, oui. C'est ça. Ce matin, c'était que les personnes en souffrance psychique sont des gens adorables, ou quelque chose comme ça. En or, voilà. Et je dis, mais carrément, enfin, il y a énormément de personnes qui sont vraiment des personnes avec vraiment des capacités, des qualités, du potentiel, comme tout à chacun en fait. Et après, on parle des forces des individus, de tout ce qui est point positif, mais évidemment qu'ils sont à mettre en valeur et à enrichir, et que l'importance de travailler ensemble pour faire émerger ces points positifs serait primordiale. Oui, les médiateurs de santé pair sont de nouveaux acteurs qui n'existent pas, qui ne sont pas reconnus par l'institution. Nous sommes, je l'espère, des professionnels en devenir. Pour œuvrer vers la reconnaissance de ce nouveau métier, moi j'ai perdu beaucoup de temps parce que je n'avais pas les clés en fait. C'est par l'histoire en fait, je crois qu'on pourra obtenir une clé pour ouvrir les nombreuses portes qui nous attendent. C'est un long combat, notamment en étudiant l'histoire des infirmiers et des infirmières, notamment en étudiant l'histoire des psychologues, notamment en étudiant l'histoire des ostéopathes. C'est tout un process qui est long et lent. Il y a un chemin. Ce n'est pas nous qui écrivons les règles du jeu. Nous devons suivre simplement des voies qui sont communes. Ils sont communes à tous, qui essayent de créer, de s'imposer même en tant que professionnels dans le monde de la santé, qui est un milieu particulier, hyper structuré, comme notre société trop certainement. Et c'est collectivement que nous y arriverons. Aujourd'hui, dans la pair aidance, dans les différents acteurs qui militent, souvent, chacun de leur côté, en faisant des choses remarquables. Il y a Yanis qui fait IPSIL, il y a Cathy Maillot qui fait Solidarité Usagers Psy, Agathe Martin qui s'occupe de Comme des Fous. Bref, il y a une espèce d'émulation, mais qui n'existe que dans le prisme, j'allais dire, du numérique, Facebook notamment. Et quand on regarde le nombre d'abonnés Facebook et qu'on fait une addition, moi je l'ai faite, alors qu'il y a des gens qui sont souvent en commun entre Comme des Fous et Solidarité Usagers Psy, on est globalement à moins de 2500 personnes, clairement. 2500 personnes au regard de la population qui est concernée, autant dire que c'est peanuts. Et quand on est devant son écran Facebook, on ne fait que transmettre de l'information et en attendant, on ne se lève pas de son siège pour prendre place justement où les usagers devraient siéger, à l'HRS, notamment au ministère, là où les choses se décident, prendre une place et faire levier pour faire entendre notre voix, acquérir une légitimité et faire entendre notre parole de citoyen. Nous avons une responsabilité, tous collectivement, dans notre devenir collectif et individuel. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'on a intérêt à se regrouper, non pas en assemblant des spécificités, des expertises individuelles. Alors ça peut être ici la formation, ici l'enseignement, ici le TP. Non, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. On y arrivera en ayant une charte commune, en mettant quelque chose qui nous dépasse individuellement pour quelque chose qui soit collectif. Tant qu'on restera dans l'individualité, tant qu'on restera centré sur son petit me, moi, je, eh bien collectivement, nous serons tous des pères perdants. Voilà. Je juste, avant une question, et je vous laisse les paroles. En fait, ce qui a été intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui en Ile-de-France et partout, et en santé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des allers-retours par rapport à la virtualité, entre la virtualité et le réel, et la preuve, tous les gens que tu as cités sont présents dans ce collectif-là. Donc, il ne me semble pas que la séparation soit aussi nette que ça. Et puis, donc voilà, c'était juste de dire que ça, l'idée d'une virtualité qui est efficace, c'est vrai que ce sont des outils qui peuvent être vraiment formidables pour créer de l'émulation et de la pair aidance tous ensemble. Donc voilà. Donc ça, c'était juste faire ce point-là.
Oui, je voulais savoir, est-ce qu'Alpha Psy propose des formations au plan de rétablissement pour les professionnels de santé, éventuellement des sessions mixtes usagers professionnels de santé? Pour le moment, on l'a pas proposé. On s'est posé la question sur des modules d'initiation à l'ETP, de savoir si on allait pouvoir les proposer avec des publics mixtes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça paraît extrêmement intéressant si toutefois il y a des demandes en ce sens par des équipes qui ont envie de faire participer les personnes qui sont accompagnées. Je me demande si pour vous aider, il existe des pairs aidants dans d'autres disciplines médicales, tout simplement, qui vous permettraient de vous développer dans le domaine de la psychiatrie. Pas moi de le dire, mais la paire aidant, c'est pas une discipline médicale. Enfin, ça a rien. On est justement ça. C'est ce qui permet, c'est un processus en fait de façon de grandir et d'être au monde qui ne s'inscrit pas dans quelque chose qui est de l'ordre du médical. Le médical fait partie à un moment où le recours aux soins, il est hyper important. Il y a en complément. Mais c'est justement la paire aidant, c'est l'émergence de tout ce qui se fait lorsque la maladie représente 10% de notre vie. Et la paire aidance, c'est tout ce qui est tout autour de notre vie à différents moments. Et évidemment, la paire émulation, c'est dans les champs de la diversité, du handicap, des groupes d'autosupport, les premiers étant reconnus. Alcoolique Anonyme 1937 et qui parlait du rétablissement, mais il y en avait d'autres aussi dans les associations, dans tout niveau des associations. Et puis l'émergence s'est beaucoup fait aussi au moment de l'épidémie VIH-Sida. Donc on retrouve en ce moment, il y a une émergence forte de cette notion de paire aidance, de personnes en situation de crise, de vulnérables, de psychique, culturelle, sociale. La paire aidance, vous allez la retrouver chez les personnes réfugiées, vous allez la retrouver chez les femmes, chez les personnes donc, qui ont besoin de s'entraider sur des tas de trucs entre elles, etc. Donc, oui, il y en a. On peut vraiment la trouver partout, et c'est ce qui fait la diversité de cette approche-là, et de cette façon de voir comment on s'entraide et ce qu'on peut en faire pour l'autre. Mais effectivement, il y a plein de pairs aidants, et il y a autant de pairs aidants qu'il y a de personnes en fait, et on est tous en processus. J'aimais bien ton idée en processus de rétablissement en fait. Alors pas en vue forcément d'être père aidant, mais en vue d'être soi simplement. Peut-être pour apporter un éclairage d'expérience sur cette question, et notamment aller dans le sens de Monsieur Maugiron. J'ai travaillé au Québec, j'étais membre de la communauté de pratique axée sur le rétablissement montréalaise, où on avait des pairs aidants qui travaillaient avec nous sur la question de la diffusion du rétablissement, et qui rencontraient le même problème qu'on rencontre ici, c'est-à-dire la reconnaissance du statut et la valorisation salariale de cette profession émergente. Et une des solutions qui a été abordée au Québec, ça a été la création d'une association des pairs aidants, qui justement avait pour but de créer un statut qui permettait aux pairs aidants de se rassembler, d'élire des représentants, et surtout ces représentants avaient davantage de poids pour aller négocier dans les instances et auprès du gouvernement pour faire en sorte de faire avancer la reconnaissance du statut et des conditions salariales de cette profession encore extrêmement précaire dans un pays qui pourtant se dit très en avance sur ces questions. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. C'est un peu un sujet pas évident, parce qu'on est effectivement tous un peu à la même enseigne, et malheureusement c'est vraiment pas pour l'instant en tout cas dans le sens d'une amélioration, en tout cas d'après les échos qu'on peut avoir. Mais ça va se faire, mais quand? En attendant, est-ce qu'il y a des psychiatres qui pourraient nous indiquer comment ça s'appelle, le fait de vouloir travailler à tout prix pour au final gagner moins que si on est en allocation? Ça s'appelle du courage. On est sur une table ronde sur la coopération des savoirs. On a bien compris comment ça se passait dans le champ de la formation. Vous avez été remarquable dans vos échanges croisés. Et comment ça se passe dans le champ des soins? Philippe et vous, peut-être qui travaillez un peu dans les hôpitaux, toutes ces structures sanitaires, comment ça se passe, la coopération des savoirs? Ça match pas, ça se frictionne, ça s'évite, ça fait quoi? Racontez-nous un peu. Alors peut-être que Philippe, tu prendras la relève après.
Nous, dans notre dispositif, en fait, on a créé 2 jours de formation conjointe futurs pères aidants professionnels de terrain. Et du coup, ça a permis. Alors 2 jours, c'est peu, étant donné que bon, c'était la première formation. Donc, dans notre dispositif, en fait, il a fallu 5 ans pour le créer et que les pères aidants soient rémunérés. Et du coup, ça n'a pas été évident pour les équipes qui en entendaient parler un coup, qui n'entendaient plus parler après, etc. Donc vraiment, ces 2 jours de formation ont été intéressantes dans la mesure où chacun a pu prendre ses marques dans ce projet et faire part de ses questions, etc. Après, ça a vraiment été sur le terrain que les choses se sont jouées, on va dire, où en fait, on a mis en place des réunions communes entre pères aidants et professionnels au bénéfice des personnes, des structures, pour apprendre à travailler ensemble, savoir se connaître, se reconnaître et un peu amoindrir les résistances en fait. Aujourd'hui, c'est tout bête, mais la majorité des gens me disent bonjour, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Et je pense que j'ai eu de la chance parce que je travaillais déjà dans le cadre du GEM, donc ils avaient la possibilité la chance si on veut, mais ils avaient la possibilité de me côtoyer et moi aussi. Et du coup, j'étais pas une nouvelle venue qui arrivait comme ça jetée dans le bercail, voilà. Mais même si, ça reste quand même compliqué étant donné qu'il y a toujours cette espèce de côté de la barrière. Il y a parfois, pas pour tous, hein, mais on peut la retrouver, notamment dans les endroits où il n'y a pas encore de père aidant. C'est vrai qu'on revoit la qualité de relations humaines et j'ai l'impression différente là où il y a des pères aidants que là où il n'y en a pas. Je pense qu'on est... quand on fait des formations, la majorité des professionnels, au début, il y a un questionnaire, etc. Qu'est-ce que vous aimez dans votre boulot? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin et tout? Et les professionnels disent souvent quelque chose de l'ordre de l'authenticité de la relation. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'on cherche tous et qu'on a peut-être la chance de... C'est peut-être un des côtés que le handicap psychique met en valeur. C'est vraiment l'envie d'avoir du sens et de la qualité de relation. Et de ne pas toujours le trouver, et de ne pas toujours savoir comment s'y prendre, mais d'avoir cette envie en tout cas. Et je pense que vraiment, quand on a un père aidant, on peut retrouver un peu de cette essence-là et retrouver même dans les professionnels cette qualité de contact qu'ils n'avaient pas forcément toujours gardé en mémoire. Alors, les difficultés des médiateurs de santé pairs, elles ne viennent pas des personnes qui sont accueillies dans les services, elles viennent de l'institution et des autres professionnels. L'institution, parce qu'elle n'est pas préparée à ça, on n'existe pas professionnellement, donc on a plein de contraintes qui s'imposent à nous et qu'on n'a pas choisies, qu'il faut dépasser. La bonne nouvelle, c'est que moi, en 3 mois, quand j'ai débuté à Sainte-Anne, je connaissais tous les services administratifs. Voilà. Donc c'est un phénomène accélérateur pour rencontrer les personnages clés dans les différents services. Le deuxième point, c'est, comme souvent, l'ignorance et la peur. C'est-à-dire qu'accueillir l'autre, ça va pas de soi. Alors un nouveau professionnel de santé dont on ignore tout, surtout quand on n'a pas été formé, et aujourd'hui les choses commencent à changer, notamment grâce à Emmanuel qui va à la rencontre des services, toujours accompagné d'un usager, parce qu'effectivement les propos se potentialisent, et puis il y a une réalité physique, on ne fait pas du Skype, hein, qui permet de sensibiliser les gens, de poser des questions, d'essayer de sortir de leur peur, et d'aller vers une certaine forme d'adhésion, et plus tard d'inclusion. Et ça, pour les services qui ont accueilli des formations, hein, et notamment qui ont eu la joie de recevoir Emmanuel, eh bien, ça fait du bien aux médiateurs. Emmanuel fait du bien aux médiateurs de santé père, il faut le dire quand même. Et donc, ça facilite les choses. Mais ça ne résout pas tout. Ça résout pas tout.
Parce que ça remet en question quelque chose de fondamental dans la formation ou la déformation des professionnels de santé, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils savent tout ce qu'ils peuvent savoir pour traiter une personne qui se présente à eux, un malade. Ben non, malheureusement, ce n'est pas vrai. Personne ne peut tout pour l'autre, hein. Jamais. Et donc, accueillir une personne, un nouveau professionnel qui serait détenteur d'un savoir qui leur serait inaccessible, là, c'est une question qui gratte beaucoup, quoi, hein. Surtout qu'en psychiatrie, on se caresse beaucoup le neurone. Mais alors là, ils n'ont pas fini de se gratter la tête, quoi. C'est très, très compliqué pour certains professionnels que d'être dans cette forme d'acceptation-là, quoi. Mais une fois que la démangeaison est passée, eh ben, j'ai mieux vous dire que la plupart d'entre eux préfèrent travailler maintenant avec un médiateur de santé pair et que si le médiateur partait, le service fonctionnerait moins bien. Ça prend un temps qui est très très long, c'est parfois maltraitant, parce que moi, pour commencer à bosser, il m'a fallu 1 an et demi, 2 ans. Alors moi, je l'ai pris comme une chance de rétablissement. Je ne suis pas quelqu'un de patient, ça m'a appris la patience. J'ai du mal à écouter, ça m'a appris l'écoute. Ça m'a permis d'observer, j'ai beaucoup appris pendant ces 2 ans, mais ça a été 2 ans où j'ai été dans un temps de formation et non pas d'expression professionnelle. Voilà. Et je comprends que pour les nouveaux médiateurs qui sont dans cette phase à l'heure actuelle, c'est un moment extrêmement ingrat, qui est questionnant, qui génère des confusions. Mais je dirais que c'est encore malheureusement aujourd'hui une étape que nous avons en commun. Nous n'avons pas encore dépassé cette étape-là. Lorsque un infirmier, un psychologue arrive dans un service, tout de suite on sait la formation qu'il a, il est reconnu comme professionnel. En moins de 2 semaines, c'est fait. Voilà, donc nous on part vraiment de loin, mais on a encore beaucoup de chemin, c'est ça la bonne nouvelle. Juste un point complémentaire pour dire que les systèmes de soins et d'accompagnement sont aujourd'hui construits et historiquement construits sur les besoins et les savoirs des professionnels. Donc là, ce qui est proposé, c'est de dire est-ce qu'on peut regarder et intégrer les savoirs et les besoins des personnes réellement dans une coopération et un échange et de la réciprocité. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que c'est plus le médecin qui décide tout seul, qui a quand même été une hiérarchie historique, celle-là. Donc, et les professionnels présents le savent. Donc, qui a la décision et encore aujourd'hui, au final, même si les professionnels apprennent à parler ensemble et à travailler ensemble, le partenariat entre professionnels, il y a pas les mêmes niveaux. Un psychiatre, les paroles se disqualifient même entre professionnels. Là, l'idée, c'est de dire, c'est pas la personne n'est pas au centre, c'est le projet de la personne qui est au centre, et tout autour. Et c'est les professionnels, les aidants et la personne qui est autour du cercle. C'est pas patient-centré, l'histoire de l'accompagnement père aidance, etc. C'est moi qui décide de ma vie avec tout le monde et autour de moi. Et c'est clair, c'est que le système de soins est absolument pas dans ces idées-là. Là, on achoppe sur des moments de pouvoir, et un médecin qui va accepter, ou un chef de pôle qui va dire je voudrais qu'on s'engage dans ces pratiques-là, ça veut dire qu'il accepte aussi de donner davantage de pouvoir aux autres professionnels. Donc non seulement aux médiateurs et à la personne concernée, mais aussi aux autres professionnels. Et ça, c'est quelque chose les professionnels sont peu formés. Donc il y a tout un ensemble dans la formation initiale, d'où l'importance que l'on rencontre des personnes en rétablissement partout dans la société, et y compris dans les formations, etc. Une dernière question. Alors bonjour, c'est pas une question, c'est juste un petit témoignage parce que j'ai eu la chance de participer donc à une formation Alpha-Psy, et j'ai eu la chance de pouvoir avoir vous 4 mesdames en formatrice en fait pendant mes 18 mois de formation. Donc c'était juste pour vous remercier parce que désolé Frédéric, mais c'est les 2 modèles où j'ai eu les 2 modules où j'ai eu les formateurs pairs en face pour discuter, qui ont été les plus enrichissants pour moi sur 18 mois de formation. Donc voilà, c'était juste pour vous remercier et vous dire de continuer, que nous les professionnels on vous soutient en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Voilà qui clôture idéalement cette table ronde. Merci à tous les 5. Merci beaucoup. Frédéric, Elisabeth, Emmanuel, Daphné et Philippe.
Merci.